Son origine se perd dans le temps. Même les anciens qui comptent les histoires d'antan ne sauraient affirmer qui en étaient les premiers habitants. Ce pourraient être les Celtes, qui, défrichant ces riches terres sauvages, ont élevé un oppidum. Peut-être les Romains, qui, étendant leur empire sur des vastes contrées barbares, ont implanté une colonie. En tout cas, cette cité a été fondée, comme la plupart, sur une position stratégique, près d'un cours d'eau d'une route commerciale. On y construit château, siège du pouvoir politique et militaire, église, siège du pouvoir spirituel, et quartier bourgeois, littéralement du bourg, donc de la ville, où l'on y exerce principalement une économie d'artisanat. On construit autour de ce beau monde des remparts pour se protéger des méchants, à l'intérieur de l'enceinte, le monde civilisé. À l'extérieur s'étend la campagne, où 3/4 des forces vives pratiquent l'agriculture. Au-delà règne la forêt, le monde païen. À l'exception de l'énergie des moulins à eau et à vent, ce monde est laborieusement bâti, fabriqué, labouré à la force des corps des femmes, des hommes et des animaux domestiques, tel que cela a toujours été de tout temps et en tout lieu. Il aurait pu en être encore ainsi pendant des siècles, jusqu'à ce que le cycle éternel de prospérité et de déclin des royaumes emporte la cité. Mais c'était sans compter l'ingénieuse invention d'un génial Écossais venu troubler l'ordre cosmique entre l'homme et la nature. La machine à vapeur de James Watt, aboutie en 1788, commence déjà à transformer la cité et sa campagne au début du XIXe siècle. Alimentée par le bois, la machine facilite l'extraction minière, y compris celle du charbon, dont le prix chute. Plus énergétique que le bois, celui-ci le remplace comme combustible. La rationalisation des procédés de manufacture mus par la vapeur fait émerger les premières industries, en commençant par l'industrie textile. On installe les manufactures derrière les remparts de la ville. Devenues obsolètes par l'usage de l'artillerie, on démantèle ces dernières que l'on remplace par un boulevard. Les manufactures modernes précipitent la richesse des nouveaux capitaines d'industrie et la faillite des artisans. La démographie de la ville explose grâce à la médecine rationnelle et à l'exode rural massif vers ces nouveaux bassins d'emploi. On y adosse une cité ouvrière noircie par la suie pour loger cette nouvelle classe de travailleurs issus des campagnes. La ville se part d'une banlieue. Le charbon remplace le bois dans les hauts fourneaux. On produit de la fonte à la tonne et des rails au kilomètre. Les chemins de fer conduisent les matières premières aux manufactures, les produits manufacturés en ville, les voyageurs de ville en ville. La ville fermée devient ville ouverte, elle s'étend sans limite. La ville est elle-même atelier, produit et marché, exploitant corps et ressources. La ville vit sa révolution industrielle, c'est l'âge de la machine. La révolution industrielle, c'est un bouleversement radical de tous les aspects sociétaux du XIXe siècle, tant économique que politique, culturel que social, écologique que scientifique. C'est le moment de l'histoire humaine où notre espèce, par l'essor de la pensée rationnelle, la science donc, développe de nouveaux outils techniques et intellectuels pour comprendre et façonner la nature. L'énergie fossile multiplie la force des bras et du feu et façonne la matière en quantité industrielle. Avec l'industrie croît la société marchande capitaliste, qui s'imposera de gré ou de force à l'ensemble des sociétés humaines. Un modèle productiviste qui provoquera l'éclatement tant du monde rural que du monde urbain et réorganisera l'ordre social en classes exploitantes ou exploitées. Mais, on n'est pas là pour se refaire l'intégrale des Rougon-Macquart non plus, hein. Et ici, on va surtout s'intéresser aux profondes transformations des formes architecturales en Occident, entre la seconde moitié du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. Et on va s'y intéresser de près, de très près même. Cette vidéo-ci n'est que l'introduction d'une série. Elle a pour objectif de situer le contexte de cette période charnière pour mettre le doigt sur les enjeux qui ont préoccupé les architectes de la révolution industrielle. C'est seulement après ça qu'on pourra découvrir en détail les grands courants architecturaux de la période, qui sont tout autant de réponses différentes, voire tout à fait opposées à ces enjeux. Et tout ça pour faire la lumière sur une interrogation pour le moins dérangeante. Qu'est-ce qui a bien pu se passer durant les 60 années qui séparent ça de ça? On l'a dit dans la première série de la chaîne, avant la révolution industrielle, l'architecture classique faisait pleinement consensus. Mais après la Première Guerre mondiale, l'architecture moderne fut développée rapidement
puis adopté unanimement pour reconstruire l'Europe ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, même si l'évolution a suivi son cours, le gros de l'architecture contemporaine s'inscrit dans la droite lignée de cet héritage moderne. Vous avez bien sûr le droit d'en éprouver de la nostalgie, ce n'est pas moi qui vous en voudrais. Mais encore faut-il savoir à qui, et surtout à quoi doit-on cette rupture totale avec les formes du passé, et qui est bien loin de n'être qu'esthétique. On va le voir, le classicisme n'est bientôt plus en mesure de répondre aux besoins du progrès, et c'est par nécessité que des architectes précurseurs tentent de s'en extraire, et ce faisant ouvrent un champ des possibles libérateurs et insoupçonnés. Les plus avant-gardistes d'entre eux sont en quête de la forme finale présumée qu'adopterait l'architecture des temps modernes. Des réactionnaires nostalgiques des temps anciens aux progressistes exaltés des miracles de la technique, en passant par les poètes édificateurs du roman national et les loups solitaires aux inspirations éclectiques, cet intervalle de temps de moins d'un siècle voit le développement foisonnant de la théorie et de la pratique des architectes à l'ère de la machine. Et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette série. Donc, si le programme vous plaît, déjà abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, et plongeons-nous dans la période. Bon, déjà, qui sont les architectes du 19e siècle et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, c'est une élite artistique au service des pouvoirs monarchiques et de l'Église. Ils conçoivent et supervisent la construction de ce qu'on peut appeler l'architecture monumentale, comme les églises, les palais, les hôtels particuliers, les nouvelles institutions civiles comme les lycées, les préfectures, et la ville bourgeoise constituée d'immeubles à loyer, en gros à Paris c'est les immeubles haussmanniens. En France, les architectes sont formés par l'Académie des Beaux-Arts qui enseigne l'architecture classique de façon très générale. C'est un éternel retour aux origines grecques de l'architecture, les 5 ordres, les règles de proportion, de composition, on a vu tout ça dans la première série de la chaîne, donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est vraiment très intéressant. C'est un temps hérité du siècle des Lumières, où l'idéalisme classique exige la planification du paysage urbain. C'est bien l'ordre et le désir d'absolu qui guident le crayon du baron Haussmann pour la transformation de Paris sous le Second Empire, ou le plan d'Ildefons-Cerdà pour l'aménagement de Barcelone. Et je dis pas ça seulement parce que son plan il déchire, c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle, Ildefons. Bref, via cette harmonie néoclassique, la pensée humaine arrange l'ordre du monde dans un paysage idéal. Mais 3 phénomènes vont peu à peu mettre à mal cette vision absolutiste du monde. On a évoqué le premier dans la série sur les ordres, c'est que l'étude raisonnée des vestiges archéologiques démythifie l'architecture classique et la replace dans un continuum historique et géographique, avec une origine, une élaboration et un achèvement. Et dorénavant, le classicisme gréco-romain n'est plus l'idéal atemporel à atteindre, mais un style situé dans le temps et dans l'espace sur la grande fresque historique des civilisations passées. On passe donc de l'idéal absolu au relativisme historique, et ce qui devait arriver arriva. Non, le néoclassicisme ne s'est pas éteint, en fait il va perdurer encore longtemps. Mais il se retrouve désormais en compétition avec de nouveaux styles développés par les Beaux-Arts, qui puisent dans tout un répertoire de formes anciennes aussi à base de néo. Le néo-renaissance, le néo-baroque, le néo-roman, le néo-byzantin, le néo-gothique. D'ailleurs, notez qu'on reviendra certainement sur ce dernier. En tout cas, vous l'aurez compris, l'académisme beaux-artien remet une pièce dans la machine et fait ce qu'elle sait faire de mieux, faire du neuf avec du vieux. Mais de relativiser l'histoire à inventer de nouvelles formes architecturales, il n'y a qu'un pas. Le deuxième phénomène qui va mettre à mal l'universalisme néoclassique, c'est que la fabrication de la ville est en pleine dissociation cognitive, et ce dès la première moitié du 19e siècle. D'un côté, on a le pouvoir qui planifie cette ville monumentale, idéale et achevée, et de l'autre, on a la naissance de la société capitaliste qui débaroule là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Entre prolifération des quartiers ouvriers insalubres, usines crachant leur suie et spéculation sur les quartiers bourgeois, la réorganisation mercantile de la société produit une ville fracturée, disharmonieuse, disgracieuse. Du coup, cette confrontation entre le mode néoclassique et le mode capitaliste de la fabrication de la ville et de l'ordre social ne pourra conduire qu'à l'échec inexorable du premier.
Et le troisième phénomène, c'est l'obsolescence technique, fonctionnelle et symbolique de l'architecture classique. Car même si elle s'empare des innovations techniques de son temps, la technique de construction d'un palais néoclassique n'a pas des masses évolué depuis celle des palais romains. Et pour répondre aux nouveaux besoins des temps modernes, il va déjà falloir dresser le constat de ce qui ne marche plus, et proposer de nouvelles formes architecturales plus adaptées. Bon, du coup, à quels nouveaux enjeux les bâtisseurs de la révolution industrielle vont-ils devoir répondre ? On l'a dit, les architectes conçoivent l'architecture monumentale. Mais la révolution industrielle génère d'autres formes de monumentalité. Les nouveaux programmes amenés par le progrès technique, comme les gares ferroviaires, les halles d'exposition, symboles des puissances impériales et de leur course à la technologie. Mais aussi les usines, les ateliers, les galeries marchandes et les grands magasins, nouveaux temples de la consommation bourgeoise. Les monuments d'architecture sont traditionnellement le siège des autorités politiques et religieuses. Ce sont des bâtiments nobles, qui ont surtout un rôle ostentatoire et symbolique. Mais ces nouvelles formes de monumentalité sont d'ordre pragmatique, prosaïque. Elles sont le siège de la machine et des produits manufacturés. Alors déjà, comment construire des gares, des usines, quand vous n'avez comme modèle que des palais ou des églises ? Premier enjeu, créer de nouvelles typologies d'édifices pour de nouveaux programmes. Vous sentez peut-être que ces nouveaux programmes provoquent une cascade de nouvelles problématiques auxquelles la composition classique ne parvient plus à répondre de manière satisfaisante. Je l'ai implicitement exprimé au montage des vidéos précédentes, mais une caractéristique essentielle du système classique, c'est l'expression de l'idéal par la symétrie. Les architectes composent des façades symétriques, des volumes symétriques, et y intègrent les fonctions ensuite. Or, certains architectes dénoncent la dictature de la symétrie justement, et promeuvent l'idée iconoclaste, subversive, que l'usage, la fonction, devrait dicter la forme générale du bâtiment, et non l'inverse. Vous comprenez, la marche vers le progrès va dans le sens de la rationalité spatiale, et ne peut conduire qu'à la mise à l'écart du système classique, qui est bien trop rigide. Deuxième enjeu, repenser le rapport entre la forme des bâtiments et leur fonction. De même, on peut se demander si les formes académiques ne seraient pas en dissonance symbolique avec le monde moderne en devenir. Depuis des siècles, l'architecture classique est la parure des autorités spirituelles et temporelles. Et avec les révolutions, les mouvements démocratiques et anticléricaux qui secouent l'Europe du 19e, ces nobles pouvoirs laissent la place à un pouvoir roturier, celui du capital. On peut voir dans l'invention des nouvelles esthétiques architecturales l'affirmation d'une bourgeoisie capitaliste qui revendique sa propre ostentation face à un monde autoritaire de plus en plus en décalage avec la pensée moderne. Plus encore, ces styles nouveaux et ces styles académiques sont les porte-étendards des combats politiques de leurs créateurs dans une période de mutation brutale qui force à se positionner idéologiquement face à l'industrialisation agressive et au nouvel ordre social capitaliste. Troisième enjeu, inventer de nouvelles grammaires architecturales. La deuxième moitié du 19e siècle connaît ainsi une explosion de langages architecturaux entre nouveaux styles, historicisme beaux-artien et éclectisme. En résumé, c'est le mélange de toutes ces formes historiques. Et même si c'est pas tout à fait vrai, ça nous donne la sensation qu'il y a un petit peu beaucoup de cosmétique là-dedans. Cette profusion de styles, quelque peu confuse, amène certains architectes à critiquer le goût pour la décoration dans l'art de bâtir, et considèrent que l'ornementation tirée du chapeau et collée sur la structure, c'est irrationnel, arbitraire, et que la raison pousse plutôt à se recentrer sur les fondements mêmes de l'architecture. Cesser les caprices de décorateurs pour trouver dans la rationalité constructive les véritables sources de la beauté. Quatrième enjeu, rationaliser l'expression des formes. Enfin, et j'imagine que c'est la première idée qui vous est venue en tête, l'architecture de pierre, c'est cher et c'est limité techniquement. Le fer associé au verre et plus tard le béton, ces matériaux que l'on produit désormais en quantité industrielle ont des performances mécaniques bien plus efficaces. Plus encore, la naissance des procédés modernes de conception, de fabrication et d'assemblage pourrait bien révolutionner en profondeur le monde de la construction.
On a déjà parlé de systèmes structurels sur la chaîne, le pilier et linteau de pierre massive qui est l'origine de l'architecture classique, l'arc et la voûte de pierre maçonnée qui sont plutôt l'expression de l'architecture médiévale, et la charpente qui est l'assemblage de pièces de bois. Alors, comment a-t-on intégré ces nouveaux matériaux dans l'architecture ? Est-ce que les concepteurs les ont adaptés dans les systèmes structurels traditionnels ? Et où ont-ils inventé des systèmes structurels inédits ? 5e enjeu, mettre en œuvre de nouveaux matériaux de construction. Un classicisme idéologiquement relativisé, mis à mal par un capitalisme perturbateur, obsolète des points de vue techniques, fonctionnels et symboliques, voilà ce qui va pousser les architectes à dépasser le modèle gréco-romain entre la seconde moitié du XIXe siècle et la Première Guerre mondiale. Ils vont devoir répondre à de nouvelles problématiques, créer de nouvelles typologies d'édifices pour de nouveaux programmes, repenser le rapport entre la forme des bâtiments et leur fonction, inventer de nouvelles grammaires architecturales, rationaliser l'expression des formes et mettre en œuvre de nouveaux matériaux de construction. Et vous sentez bien qu'on ne peut penser une problématique sans penser les autres, elles se répondent entre elles. Cette réforme de l'architecture va mettre au défi les praticiens et les théoriciens de l'architecture et produire un foisonnement de nouvelles formes riches et surprenantes durant ce siècle de l'industrie. J'espère que cette série sur l'architecture de l'âge de la machine va vous plaire. Alors c'est sûr, ça va être dense, mais on va y aller progressivement. On va découvrir les rationalistes néo-gothiques, les ingénieurs du métal, les poètes de l'arts and craft, les révolutionnaires américains, les inspirés de l'art nouveau, les penseurs de l'industrie, les fossoyeurs de l'historicisme, les pionniers de l'abstraction, tous ces pionniers de l'architecture moderne finalement. Sinon, rassurez-vous, on ne va pas parler que de ça, on va alterner aussi avec des sujets peut-être plus contemporains, des sujets peut-être plus légers, on verra selon l'humeur. N'hésitez pas à commenter la vidéo ou à la partager à vos amis, vous pouvez également me faire un petit don du prix d'un café sur Utip ou sur Tipeee. D'ailleurs, je tiens à remercier mon premier tipeur Michel. Michel, merci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire d'architecture.